La troisième mi-temps Sud Radio. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans la troisième mi-temps Sud Radio, le podcast rugby comme tous les lundis évidemment pour revenir sur le week-end rugby que vous avez dû vivre sur Sud Radio, la radio du rugby évidemment, et comme tous les lundis j'ai un duo de choc, le duo habituel, les titulaires de l'équipe rugby de Sud Radio, Quentin Cabanis, Marius, Louis-François. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bonjour. Bon messieurs, il y a eu un gros week-end rugby avec évidemment le tournoi des 6 nations qui s'est déroulé ce week-end avec 3 matchs, évidemment le succès bonifié du 15 de France 54-12 face au Pays de Galles 8 essais à 2, mais le samedi l'Irlande s'est imposée 20-13 difficilement face à l'Italie, les Irlandais qui sont de plus en plus en crise alors que les Italiens auraient pu réaliser le gros coup du week-end. L'autre gros coup du week-end, c'est pour les Écossais qui se sont octroyés la Calcutta Cup face à l'Angleterre 31-20, ce qui donne actuellement la France en tête de ce classement, 10 points juste devant l'Écosse, 6 points, l'Angleterre 5, tout comme l'Italie. L'Irlande est 5e avec 4 points et le Pays de Galles 0 points. La France est la dernière nation encore en lice pour faire le Grand Chelem. Messieurs, 54-12, 8 essais à 2. Qu'est-ce que tu retiens, Quentin Cabanis, de cette rencontre? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux relever particulièrement de la performance tricolore? Bah déjà il y a la faiblesse de l'adversaire qu'on est obligé de relever. Évidemment, c'est terrible pour cette équipe du Pays de Galles. Mais en face, on peut souligner, je pense, une volonté de jouer un petit peu plus importante que par le passé pour cette équipe de France. On se permet de relancer d'un petit peu plus loin parce qu'avant, dès qu'on était dans notre camp, c'était un énorme coup de pied. Là, on essaye d'aller chercher beaucoup plus rapidement les extérieurs pour aller tirer la défense, peut-être même parfois un petit peu trop dans l'entame de match pour ces Français, avec des avants qui finalement touchaient pas tant le ballon que ça. On essayait d'aller directement sur les ailes, mais force est de constater que face à la faiblesse galloise, ça fonctionnait. On peut aussi souligner que les nouveaux ou les peu habitués à cette équipe de France ont répondu présent. On pense évidemment à Brouboiry qui a été énormissime pour sa première sélection, 17 sur 17 au plaquage, un essai, quasiment 100 mètres je crois parcouru ballon en main, des 8 défenseurs battus si je dis pas de bêtises de tête comme ça pour Brouboiry. Donc gros match pour le jeune Palois, Gaëton qui marque son essai, donc la paire de centre paloise qui a été efficace, et ça peut avoir une importance pour le prochain match de l'équipe de France parce que Moefana et Deporter sont absents. C'est l'information du jour. Moefana déclare forfait après Nicolas Deporter la semaine dernière. Il y aura Moefana et également Tatafou le pilier qui sont remplacés numériquement par Slimani et Egoson. Donc techniquement on pourrait avoir pourquoi pas le même 15 de départ face à cette équipe de l'Italie. Je suis pas sûr que on ait eu ça très souvent dans l'ère Galtier, 2-15 identiques qui se suivent. Ouais. Il avait une forme de régularité. Oui, il y avait une régularité, mais après il y avait souvent des petits pépins, des choses comme ça. Blessures, donc à voir, évidemment. s'il va y avoir des absences dans la semaine et puis s'il y a des changements stratégiques. Mais ça on en parlera. Il y a mais des sur choses le match, qui en ont tout cas, il y a fonctionné. des choses qui ont vraiment fonctionné mine de rien. Et puis mine de rien, la deuxième ligne, Olivon Guillard prend ses marques. Olivon est quand même très très bon dans ce poste de numéro 4. Bon, il est assez bon partout, mais là après encore une fois face à une équipe qui est moins dense, qui propose moins de défis physiques et de débauche d'énergie pour un deuxième ligne, mais le truc, c'est qui lui permet d'être hyper mobile. Alors oui, le Pays de Galles est très très faible et va sûrement gagner 0 match sur ce tournoi des 6 nations, mais la semaine dernière c'était face à l'Irlande et on faisait à peu près le même constat. Alors oui, l'Irlande est pas non plus fabuleuse, mais ça reste quand même une équipe du top 10 mondial, et à voir si l'équipe de France confirme à Lille face à l'Italie, mais ça pourrait dire aussi qu'on a une équipe plus que sérieuse et notamment une charnière exceptionnelle. Exactement. En parlant de la charnière, Marius, est-ce que toi tu vois ça y est, enfin Mathieu Jalibert qui a endossé le costume de titulaire au poste de numéro 10 et le costume est à sa taille et il est pas prêt de le lâcher. Pas de débat, le costume est à sa taille, sur mesure. Là, il va bien. 3 pièces et chaussures en marbre. Il est vraiment. Ouais, c'est une expression. Lourd, costume 3 pièces, pour saumon un fumé, en plus, chaussures en marbre. Non, mais il est vraiment exceptionnel. On peut rien dire d'autre. Moi, j'avais peur justement parce que même si les Gallois sont très faibles, que ça puisse être une sorte de match piège. Déjà pour toute l'équipe, mais pour lui particulièrement, qu'il essaye d'en faire trop. Dans la facilité, voilà, et pas du tout. Il a fait son petit par-dessus habituel, mais à chaque fois réussi, ça marche. Attends, il y en a un. Il en a fait 2 dans le match. Il a été mais fabuleux. Il surnage. Vraiment.
c'est passé mais juste au-dessus du défenseur, il l'a récupéré directement derrière et tout. Waouh. Là, il surnage. Coup de pied aussi croisé pour trouver ses ailiers. Il en offre un à Bielbiarré et à un Tissobé. À côté, une gauche, droite. Mais est-ce que du coup, sur le premier match contre l'Irlande qu'il a fait, on l'a trouvé bon, propre, efficace dans ce qui était attendu, très bon. Là, contre le Pays de Galles, j'ai l'impression qu'on a vu réellement le Mathieu Jalibert qu'on voit depuis le début de la saison en top 14 avec l'UBB, Marius. C'est-à-dire que c'est le joueur, vraiment, c'est vraiment le taulier. Alors, et en plus de ça, on a l'impression qu'il y a une entente avec Antoine Dupont, une alchimie entre ces deux joueurs qu'on voulait poser dans le style de jeu parce que tous les deux très portés sur l'attaque. Et bien en fait pas du tout. En fait ça marche vraiment bien. Ça va plus loin que simplement Dupont, Jalibert. Faut ajouter Ramos. C'est vraiment un trio. La charnière à 3 qui c'est une charnière à 3 aujourd'hui. Évidemment, mais là j'appuie particulièrement sur Jalibert, le Jalibert de l'UBB avec une super entente avec Antoine Dupont. Je pense que le match contre l'Irlande, c'était là où il avait le plus de pression. Il a confirmé. Il a fait un très très bon match. Et là, en fait, là, c'est plus que confirmé. Il a été, exactement le Mathieu Jalibert qu'on voit depuis le début de saison à Bordeaux. Il était décomplexé, il jouait bien, il était juste. C'est offensivement très très bien. Défensivement aussi, à un moment, il revient aider Ramos. Il sauve un essai, il me semble. Donc bon, après ça reste le Pays de Galles, mais défensivement, il est en train de faire taire les critiques, dont d'ailleurs j'étais le premier le premier détracteur. Et puis surtout Antoine Dupont, en fait aussi, c'est là qu'on voit que c'est le meilleur joueur du monde. En fait, il arrive à s'adapter à tout style. C'est complètement incroyable. Là, on pourrait se dire que on l'a moins vu depuis les 2 matchs, il n'y a pas de brin de folie. Il concentre tellement la défense que du coup ça laisse des espaces, et si tu laisses des espaces à Mathieu Jalibert, et tu te fais punir. Ouais. Du coup, cette association, elle est exceptionnelle. Et nous, on en parle, on la glorifie, et on est peut-être les Français les plus sceptiques sur cette charnière, en tout cas avant qu'elle évolue. Moi, je ne suis plus. Ouais, non, moi, je suis conquis, et puis ça fait dans le train. Ça fait quand même quelques semaines qu'on est dans le train. Mathieu Jalibert, tant il était resplendissant en Coupe d'Europe et en top 14, là, il le prouve en équipe de France, donc c'est exceptionnel. Mais outre-Manche, ça monte dans le train aussi. C'est The Times, par exemple, le journaliste Stuart Barnes, qui a annoncé « Nous pourrions assister à la naissance du plus grand duo français à la charnière de tous les temps ». Donc pour que The Times aille parler comme ça de la charnière de l'équipe de France, c'est quand même qu'il y a monstre. Et je vais vous poser la question, messieurs, est-ce que alors de là à parler de tous les temps, parce que c'est compliqué de comparer les époques. À notre grand âge, on n'a pas non plus le recul nécessaire pour parler de toutes les époques. Donc on va se limiter à l'ère Galtier. Est-ce que pour vous actuellement la charnière Dupont-Jalibert est la meilleure charnière possible de l'ère Galtier? Pour l'instant, je pense, mais je voudrais quand même mettre une nuance, c'est que j'attends de voir sur un match très tendu. Parce que là, bon, c'est magnifique ce qu'ils ont fait, mais on a vu 2 matchs contre 2 adversaires moindres. Par contre, à regarder, c'est, je trouve, beaucoup plus agréable. Dupont du coup est plus dans la maîtrise et fait moins de folie, mais les choix stratégiques de l'équipe de France. Il y a pas que la charnière qui joue ce rôle-là, et puis il faut pas oublier aussi que la charnière Dupont-Ntamak a aussi à un moment très très bien fonctionné. C'est pour ça. Mais c'est moins impressionnant. Là où je vais accorder plus de crédit à cette charnière Dupont-Jalibert, c'est que je pense qu'elle est plus magique. Tu vois, elle peut faire plus rêver, parce qu'il y a ce brin de folie aussi chez Mathieu Jalibert que Romain Ntamak a peut-être un petit peu moins. Et bon, après, ce qui est terrible à dire pour Romain Ntamak, c'est qu'il est pas aidé par les blessures ces dernières années, et du coup, il a peut-être pas atteint le niveau qu'il aurait pu avoir sans avoir été freiné et ralenti. Mais il faut se souvenir que la charnière Dupont-Ntamak a été à un moment exceptionnel. Évidemment, mais voilà. Sur le potentiel offensif, on a sur le potentiel magique, comme tu dis, sur le potentiel frisson. La charnière Dupont-Jalibert, difficile de faire mieux quand même. C'est difficilement comparable aujourd'hui, parce que je pense que Dupont a ce statut de meilleur joueur du monde. Après, est-ce qu'il l'est encore aujourd'hui, ou est-ce que un autre joueur français a peut-être pris la place sur cette saison? Mathieu Jalibert aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il est mieux au poste de numéro 10, mais Thomas Ramos, je suis pas sûr qu'il est mieux sur le terrain.
Ouais, évidemment, Thomas Ramos qui porte énormément. Mais pour régler le débat entre Dupont et Ramos, je pense que tu demandes à Fabien Galtier demain qui tu dois te passer entre Ramos et Dupont. Il se passe plus de Ramos que de Dupont sur le terrain. Alors que peut-être que Ramos est plus essentiel et plus difficilement remplaçable. Parce que des 15 de talent en équipe de France, tu en as. Moins que des 9 de talent. C'est très très dur comme question. Des 15 de talent, tu en as. Dès qu'on a la capacité de faire ce que Thomas Ramos fait, buteurs aussi fiables, ça, c'est autre chose. aussi polyvalent, qui a un rôle aussi important dans le rôle. Je te dis juste que je pense que demain tu poses la question. Mais c'est parce que tout le monde va dire Antoine Dupont, forcément. Mais même tous les coachs, tous les joueurs. Évidemment. Même Ramos. Laurent Labitte, par exemple, Ramos était le meilleur joueur du monde. Mais oui, mais je pense qu'aujourd'hui on a un plus gros réservoir au poste de numéro 9, qui a plus de talent, parce que on oublie qu'il y a Maxime Lucu qui est revenu avec l'UBB. Il est stratosphérique. Il y a Jono revient. Alors moi, Jono, je le mets en dessous de ces garçons-là. Il y a le Garec. Baptiste de Ferrin, quand il rentre, il est très bon. Donc je pense qu'on est aujourd'hui moins dépendant d'Antoine Dupont qu'on ne l'est de Thomas Ramos, même si Toubi Chabouni. Oui, alors Chabouni est exceptionnel. Chabouni il fait tomber des joueurs sans les toucher, monsieur. Exactement. Il met des cadrages de débordement terrifiants. Mais il n'est pas encore au niveau évidemment de Thomas Ramos dans le génie. Vendredi dans la causerie Sud Radio, on se projettera sur le match contre l'Italie. Faut-il craindre cette équipe italienne? Néanmoins, est-ce qu'il faut, selon toi, Marius, que Fabien Galtier, comme le disait Quentin tout à l'heure, reparte avec le même 15 type? J'ai pas dit qu'il fallait, j'ai dit qu'il pouvait. Il pouvait. Est-ce qu'il faut, du coup, je vous pose la question, est-ce qu'il faut repartir avec le même 15 type et notamment la même paire de centres, Bro-Boiry-Gaëton, ou alors peut-être voir une troisième paire de centres pour la première fois, 3 de suite avec la paire de centres toulousaine, Gourgue-Barassi, les deux sont dans le groupe des 42. Est-ce que, selon toi, Marius, il faut repartir avec la paire paloise? Oui, il faut repartir avec exactement les mêmes centres qui ont déroulé et qui ont été très costauds, parce que les Italiens reviennent très très fort. Les Italiens, c'est costaud, notamment au centre. S'ils récupèrent Brex, Tommaso Brex, centres de l'Italie sont pas potentiellement pourrait être forfait jusqu'à la fin du tournoi. C'est possible. Oui, a priori, il sera en Argentine. Oui, pour des raisons personnelles. Donc, pas sûr qu'ils reviennent. En tout cas, Menoncello, c'est costaud. Ah, mais c'est très costaud. C'était Paris avec lui, il me semble, associé au centre. Menoncello jouait 13 ce week-end. Peu importe qui c'était meilleur que James et Hawkins, je crois. Quoi qu'il arrive. Pour les Gallois, je vais vous dire ça tout de suite. Pas trop de doutes. C'était Marin, pardon. C'était Marin qui était en 12 et Menoncello en 13 ce week-end. Moi, la seule chose que j'aimerais... ça me dérangerait pas qu'ils mettent la même équipe. De toute façon, ils sont extrêmement performants. Puis on voit le vivier qu'on a. Mais peut-être que j'aimerais bien. Il aimerait bien avoir. Non, j'allais même pas dire ça. J'allais dire que j'aimerais bien voir Nouchi démarrer. Alors je disais à la place de Giroud la semaine dernière, mais c'est vrai que Giroud il refait un énorme match. Il fait 2 matchs. C'est ça qui est fou. Énorme c'est ça qui est fou. Mais j'aimerais vraiment voir Nouchi dans un match avec une réelle adversité. Donc plus que sur les 2 derniers, débuter. Sur un match tendu, c'est ce que je parlais. Il te ramène un truc en fait, aussi quand il rentre, je trouve. Mais... Plus que voir cette charnière évoluer dans un match très tendu, dans un match en fait extrêmement important, à pression. J'aimerais voir cette équipe de France là qui nous fait rêver depuis le début de ces 6 nations sur un match pareil, sur un match moi je suis qui tout double sur quelque chose où il faut tenir jusqu'au bout. Et là, c'est dans cette adversité-là qu'on verra si c'est une très très grande équipe de France. On s'enflamme aussi peut-être. J'attends de voir l'Italie face à une équipe en forme, tu vois, parce que ils ont gagné à la maison, mais dans des conditions quand même compliquées face à cette équipe écossaise, et face à l'Irlande. Alors ils ont été très bons, mais j'ai des doutes aussi sur le niveau de cette équipe irlandaise. Italienne. Irlandaise justement. Ah, par rapport à l'Italie. Voilà, donc t'as pas de doute sur l'Écosse, et pourtant ils ont battu les Écossais. Qui ont battu les Anglais. Match, en même temps, ils ont joué sous des torrents, c'était quand même compliqué, etc. Donc moi j'ai envie de voir l'Italie, parce qu'il y a un monde. Alors, je ne pense pas, mais il y a un monde où on leur en met 40 aussi, tu vois. Et de toute façon, on va se projeter sur ce match. Est-ce qu'on dira ah ouais, mais l'Italie c'est faible aussi? Après, il y a un moment quand on met 40 points à toutes les équipes. Justement, est-ce qu'on va se projeter sur ce match contre l'Italie vendredi? Mais la question qu'on a envie de se poser, on sort évidemment de 2 gros succès bonifiés qui nous mettent en joie, qui donnent de l'espoir et beaucoup d'ambition dans ce tournoi destination. Est-ce que là, après 2 journées, vous voyez la possibilité que le 15 de France ne réalise pas le Grand Chelem? Non. On peut toujours ne pas réaliser le Grand Chelem. Je pense que le match clé de ce tournoi, c'est toujours l'Écosse.
Bah, au début, je disais, peut-être une finale pour le Grand Chelem au Stade de France face à l'Angleterre. Et finalement, je me dis que le match le plus compliqué du tournoi, malgré que l'Angleterre soit une équipe intéressante, ce sera en Écosse, parce qu'on a vu justement comment les Écossais ont gêné cette équipe anglaise. Donc, il y aura un vrai tournant, je pense. À ce moment-là. En Écosse, mais sur le papier, en tout cas, on doit faire le Grand Chelem. On a la meilleure équipe sur le papier, ça c'est désormais une évidence. Ouais, samedi 7 mars, le Écosse-France. Marius, toi, tu vois quelque chose, une équipe, peut-être des choses qui vont pas, peut-être dans le 15 de France, qui peuvent être un petit grain de sable qui peut enrayer la machine, faire tomber le 15 de France et empêcher le Grand Chelem. Ouais, je vais revenir sur cette charnière. Hein. Je vais revenir sur Jalibert, sur un match. Je l'ai dit, ça me rappelle. Non, je pense qu'il faut arrêter de fantasmer sur les erreurs de Jalibert. Bah non, mais on verra. Mais je le souhaite pas. J'adore ce qu'il est en train de réaliser. J'adore le regarder. Et j'adorerais que sur un match importantissime, en fait, il surnage. Et c'est sûrement ce qu'il va faire. Mais voilà, je veux quand même. On s'enflamme très rapidement avec cette équipe de France. Faut quand même. Voilà, faut tempérer. C'est bien beau, mais faut se calmer, quoi. Déjà, on a le sentiment qu'on a plus ou moins trouvé notre 15. Alors moi, je suis toujours un petit peu sceptique. Alors, il fait pas des mauvais matchs à Aldeguerri, mais je pense que c'est celui qui profite le plus d'une absence de concurrence au poste. Ouais, tu vois, complètement. Je pense que c'est le poste où on est le moins bien fourni, le poste de pilier droit, notamment avec la retraite forcée d'Antonio, Tatafou qui arrive pas à se remettre de ses pépins physiques, tu vois. Donc il y a ce poste-là où j'ai un petit doute. Et puis mon autre incertitude, c'est des mecs qui ont l'habitude d'être des leaders, de jouer titulaire, etc., qui se voient peut-être passer au second plan, voir comment ça réagit. Je pense par exemple à Thibaut Flamand qui a jamais démérité en équipe de France, qui pour moi ça faisait partie des joueurs que tu mettais en premier sur la feuille de match et qui là se retrouve sur le banc, et on a du mal à voir qui sortir pour faire rentrer Flamand dans ce 15, tu vois. Donc est-ce que c'est intéressant à surveiller, comment il va vivre le rôle de doublure s'il reste doublure, comment tu sors Olivon si jamais c'est lui que tu dois sortir, tu vois. Le coaching, parce que si tu sors Olivon par exemple, ou si tu le bascules en troisième ligne, et ben ça veut dire que t'as un Djegou qui sort, mais si t'as Djegou qui sort, t'as Nouchi qui sort du banc, alors que le mec a été très bon à chaque fois qu'il est rentré, tu vois. Là va y avoir du vrai coaching, mais c'est des choix de roi qu'on a, tu vois. Mais il va falloir faire des choix pour Fabien Galtier. C'est ça qui se passe avec l'équipe de France. Enfin, c'est une bonne problématique, mais effectivement tu ne vois pas problématique géniale, mais sortir ou faire rentrer. Mais il faut faire des choix aujourd'hui. Messieurs, justement, en parlant de choix, c'était ce qu'a fait Fabien Galtier au début du tournoi, en refusant de sélectionner Aldrit, Ficou, encore Penaud. Ces choix-là, est-ce que ça y est, les jeunes, ceux à qui Fabien Galtier a fait confiance, lui ont donné raison? Est-ce que le train est passé pour certains d'entre eux ou pas encore? Il est trop tôt pour le dire. Ficou, j'ai le sentiment que le train est passé pour lui, et qu'on le reverra peut-être en équipe de France sur une tournée histoire d'atteindre les 100 sélections, tu vois. Vraiment, mais juste sur une tournée d'été. Moi, je le vois comme ça, pour récompenser sa carrière, pour récompenser l'homme que c'est, le joueur qu'il est. Qu'il a apporté au 15 de France. Puis il n'est pas terminé non plus. Ficou, sportivement, le mettre sur une feuille de match, c'est quand même pas ridicule, mais on a le sentiment qu'il est passé 7 ou 8e dans la hiérarchie descente en équipe de France, parce que devant lui, t'as Moefana, Deporter, Broboiry, Gaëton, Barassi, Gourgue. Noah-Néné 7, donc il est passé même 8e de la hiérarchie en équipe de France, Gaël Ficou. Donc voilà, en dehors d'une tournée, j'ai du mal à l'imaginer rejouer dans ce tournoi. Penaud, je suis peut-être un petit peu moins catégorique, même si Bielbarré et Atissobé des gros matchs. Alors Bielbarré, on savait, mais Atissobé, le costume, il est pas trop grand pour lui. Bielbarré, il est phénoménal, mais Atissobé, il avait vraiment tapé dans l'œil de Fabien Galtier sur les dernières sélections où il avait été là, et on voit que mine de rien, avec cette paire de centres d'ailiers, et on a beaucoup moins de difficultés dans les duels aériens. Donc voilà, donc je pense que le choix et aussi. Aldrit devant, ça va être compliqué parce que Gelon en 8 a pris le maillot, là il y a pas de doute. Oui, mais Gelon, voilà, je pense que c'est plus limité Gelon qu'Aldrit au poste de 8. Il y a moins d'écart peut-être, du moins il y a au niveau technique, au niveau capacité de faire vivre le ballon, Gelon c'est très frontal. Mais il en faut aussi, hein. Bien sûr, mais c'est peu d'animation, c'est un 8 on va dire plus rustre. Greg Aldrit est capable
capable de jouer avec les ça reste les un deux gros facettes. porteur de balle Un aussi. gros porteur de balle, mais il a la capacité à faire jouer. Jelon a peut-être moins cette capacité. Ouais, mais Jelon a une activité en défense. Bien sûr, quand même, ça c'est monstrueux. Nouchi par phénoménal. contre a vraiment la capacité d'être un 8 hyper dynamique, hyper gazif, qui va se proposer énormément en attaque et notamment sur des coups tranchantes. De toute façon, il faut se dire que nous, on a un 8 qui va jouer 50 minutes et l'autre les 30 suivantes. Ouais, Quoi bien qu'il sûr. arrive, on a vu que dans les choix de Fabien Galtier, il faisait son coaching, il changeait son paquet d'avant à la 50e. Donc voilà, on sait que Nouchi va jouer 30 minutes par match et c'est terrible pour Aldrit, mais les choix de Galtier semblent être payants, hein, même s'il a jamais démérité Greg Aldrit. Il est dans une équipe qui est en difficulté, La Rochelle. On peut pas dire qu'il surnage plus que ça non plus. Donc sportivement, ceux qui sont devant lui aujourd'hui en équipe de France méritent plus, c'est tout. D'accord avec ça aussi, Marius, le fait que le train est peut-être passé pour ces joueurs-là, que moi, le on peut les revoir, tu vois. Ouais, mais moi, ils sont pas cramés. Moi, je trouve pas. Hein. Je trouve pas qu'on les reverra. Je veux dire. Tu penses que Aldrit et Ficou, c'est fini? Aldrit, Ficou en tout cas, c'est juste ce que t'as donné. Les 7 centres qui sont devant lui, Ficou, c'est terminé. Alors c'était un super joueur et tout ça, mais dans le sport de haut niveau, on va pas le reprendre sur une tournée pour lui dire allez merci monsieur Ficou. Sur une tournée avec des jeunes, si t'as pas les finalistes, tu vois, et que le Racing est pas en finale, un mec à 98 sélections pour t'encadrer le truc, ça peut t'éviter des histoires. Si vraiment il faudrait qu'il y ait à nouveau une Toulouse-Bordeaux. Ce serait vraiment une surprise. D'avoir dans le dernier carré Toulouse, Bordeaux et Pau, ça paraît plus que probable que de ne pas les avoir. Ouais, dans ce cas-là, à la rigueur, peut-être qu'il ira sur une tournée, mais moi je serais pas partisan de. Mais je pense il est resté bloqué dans le portique et il arrive sur le quai. Il voit sur l'histoire qu'il est sans sélection. Ça paraît logique pour moi. Il faut qu'il est sans sélection au moment où il arrête sa carrière. Ficou, je veux qu'il est sans sélection. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. On reprend pas. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Je suis désolé. J'ai adoré ce joueur, mais là c'est terminé. Il est plus âgé, il y a des jeunes qui lui mangent la place, peut-être il y a moins une concurrence complètement moins folle à ce poste-là dans cette équipe de France. Au vu du début du tournoi et des deux paires qu'on a vu associés. On prend sur le momentum et la performance, et là pour l'instant il se fait dépasser par les petits jeunes, mais c'est la loi du rugby, c'est la loi de la vie même, j'ai envie de dire. Pour clôturer le chapitre 15 de France, messieurs, je vous laisse vous qui nous écoutez aller voir le compte Instagram évidemment Sud Radio Rugby pour voir les notes du 15 de France. Juste, je vais vous donner 12 sur 10. Je vais vous donner rapidement la meilleure note de cette équipe. C'est à Mathieu Jalibert que Marius l'a donné, un 9 pour l'ouvreur international, MVP du match. J'ai mis 18 sur 10. Évidemment, 9 pour Mathieu Jalibert. 9 sur 10. Je vais vous donner le petit 15. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Le petit 15 du tournoi. Il n'y a pas Chabouni dedans? Il n'y a pas Chabouni. Ça, c'est, là, on n'est pas, il a joué avec, du coup, il avait un niveau international. Oui, il a même, sur un magnifique cadeb, il a fait tomber, je pense que je vais le rappeler tous les quarts d'heure sans le toucher. Mais on va te couper le micro du coup pour éviter que les gens partent à chaque fois que tu parles. Vous pouvez le revoir sur les réseaux sociaux du Castre Olympique. C'est filmé de fort belle manière. Et Antoine Mazère. Exactement. Oh là là. On salue Antoine Mazère. Le 15 du tournoi pour l'équipe Sud Radio Rugby. La première ligne, Fischetti, Marchand, Ferrari. Deux Italiens. Sur Furlong. Oh là 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 là. Ils l'ont fait visiter le toit de la Viva Stadium. J'ai rarement vu un mec se faire soulever comme ça à ce niveau-là en mêlée. J'ai jamais vu ça, moi. Deuxième ligne, Olivion Brown, le deuxième ligne écossais. La troisième ligne, c'est Oscar Gégou, Conan l'Irlandais et Rory Darge, le troisième ligne écossais. La charnière, c'est Dupont, Jalibert, pas de surprise. La paire de centre, Fabien Broboiré et Hugh Jones, l'Écossais auteur qui a été plutôt pas d'un mauvais, doublé contre les Anglais. Aux ailes, c'est Atis Ogbe d'un côté et Stein de l'autre. L'ailier écossais, lui aussi très en verve et même MVP de la rencontre contre l'Angleterre. Et l'arrière, j'ai un doute, donc je vais vous demander de trancher. J'hésitais entre l'arrière italien Pani, qui a été excellent contre l'Irlande, mais également Ramos, Thomas Ramos. Vous votez pour Thomas Ramos. Et très bien. Voilà, il y a eu gros débat. Je sais créer le débat. Ouais, non mais c'est bien. Mais je suis contre les conflits, ça se voit tout de suite. Il faudra revenir sur cette première ligne italienne. Exactement. On en parlera vendredi. Ramos, donc à l'arrière de ce 15 du tournoi. Il y avait également du top 14 ce week-end, messieurs. C'était à vivre sur Sud Radio, la radio du rugby.
Et ça a commencé samedi avec le succès bonifié de Bordeaux contre Castres 57-30. Vous avez dit que Chabouni avait mis Rayassi sur les fesses avec un cadrage de 57-32, victoire bonifiée de l'UBB. Dans le multiplex, il y a eu Bayonne qui s'est incliné à domicile face au Racing 92, 36-41, victoire bonifiée, même étriage en règle de Lyon contre Montauban 73-12. La Rochelle est également tombée à domicile face à Montpellier 43-33. Le 4e match de ce multiplex, Perpignan-Pau, a été remis au 22 février, dimanche 22 février à 18h15, que vous fera vivre sur Sud Radio. Et juste pour clôturer les matchs, Quentin, Toulon s'est incliné à domicile face à Clermont 34-14, et le Stade Français était également incliné à domicile face à Toulouse 13-9. 4 victoires à l'extérieur dans une même journée, c'est du jamais vu depuis le début de la saison. Ça montre que les équipes à la fin de la journée, parce avec qu'il y a un monde où Pau gagne à Perpignan. Et ça montre, il y a un monde. Ça montre que comme il y avait une semaine avant, il y aura une semaine après pour les joueurs du top 14, l'ensemble des équipes que quand on a envie de faire un résultat à l'extérieur, on peut le faire. C'est fou ça quand même, ce sport. On n'est pas obligé quand on arrive avec avec une équipe pour faire un résultat, on peut faire le résultat, tu vois. Je vais vous demander rapidement peut-être le match ou le résultat que vous avez retenu du week-end. Marius, toi, c'est la victoire clermontoise à Toulon. Ça faisait 15 ans que c'était pas arrivé, que les Clermontois s'imposent à Mayol. Ils s'étaient imposés il y a quelques saisons, mais c'était au Vélodrome, donc ça ne compte pas. Un match délocalisé, et surtout les Toulonnais. Les Toulonnais qui, depuis quelques semaines, finissaient par gagner, mais à chaque fois de manière poussive. En fait, on avait toujours l'impression à la fin du match qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et ça en effaçait presque leur victoire. Je disais, bon, Toulon a gagné, mais c'était mou. Et là, ils se sont pris une bonne rafale de Clermont, et puis les Clermontois qui ont très bien joué le coup. Je sais pas si la retraite médiatique de Durios a joué là-dedans, mais en tout cas très très beau coup de Clermont, et c'est ce score que je retiens. Et à noter que du côté de Toulon, Pierre Mignoni, le manager, a dit qu'il se laissait 48 heures avant de prendre ses responsabilités. Ça pourrait être une semaine. Mais les joueurs ont dit qu'ils étaient à 3000% derrière lui. Donc, en tout cas, il essaye de faire réagir de Piqué. Il a dit qu'il y a des choses qui allaient changer. Il faudrait pas que ce soit lui, quoi. Exactement, Pierre Mignoni en même temps, il faut qu'il les pique, les mecs. Installé dans un projet long terme du côté de la rade. Toute la journée, ils vont finir en gruyère. Un véritable moustique. Pierre Moustique Mignoni, en tout cas, on va l'appeler. Il pique. Alors, ils ont vraiment besoin d'un coup de boost, les Toulonnais, là, ça va pas du tout. Exactement. Quentin Cavanis, mais faut le éviter résultat... de piquer pour avoir un coup de boost. C'est pas légal dans le sport professionnel. Excellent. Ouais, je sais, merci. Quentin Cavanis, mis à part les vannes, est-ce que tu as vu un match et un résultat Vannes qui a gagné d'ailleurs ce week-end encore. Excellent, deuxième fois. Alors, Galéjade, c'est un club ou pas? Non, mais Lilian Galéjade. Calme Jade. C'est du vélo, ça n'a rien à voir. Non, allez, pour revenir au rugby, déjà quasiment tous les succès à l'extérieur sont notables, mais je vais aller sur Montpellier, moi, qui m'impressionne de semaine en semaine et qui va devenir vraiment le poil à gratter des phases finales. Je pense que si Montpellier doit se déplacer en phase finale, ce qui semble probable, ce sera pas un cadeau de les prendre, quoi. Ouais, exactement. Et La Rochelle, on va en parler parce que Mignoni il doit prendre une décision et peut-être que La Rochelle va devoir prendre une décision. Est-ce que c'est ça. Est-ce que Ronan O'Gara va pouvoir la prendre pour lui-même ou il va falloir que Rochelle l'aide? Ronan O'Gara ne prendra pas de décision par lui-même. Par lui-même, ouais. Déjà, je pense qu'il doit avoir un contrat quand même assez conséquent du côté de La Rochelle, notre ami Ronan O'Gara, et c'est mérité, vu ce qu'il a fait. Quand même, il leur a rapporté deux titres de champion d'Europe, donc c'est pas rien. Donc je pense que lui, de lui-même, a aucun intérêt à partir. Et j'ai quand même beaucoup de doutes sur le fait que la direction prenne une décision. Déjà, en cours de saison, c'est pas le style Rochelet, et qui plus est, avec un mec qui a autant marqué le club. À un moment, il va falloir... Ouais, mais je pense que la relation Merlin-O'Gara est suffisamment longue et construite pour... Comme le dit très bien Jean-Baptiste Elissal au cœur de la mêlée samedi, il disait que on est passé d'un La Rochelle qui dominait physiquement ses adversaires par un gros pack, par une grosse mêlée, une grosse conquête, à un La Rochelle qui veut se faire des passes, qui veut jouer du mouvement, qui n'a pas encore les joueurs qui n'a pas encore tous les repères, surtout et c'est ça, et qui fait que ça ne marche pas encore. Donc La Rochelle est en période de transition. Est-ce qu'il ne faut pas aller au bout de la transition pour voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas? C'est pas la première saison où ils sont. C'est la deuxième. Mais en fait, c'est la deuxième année. Le truc, c'est ils sont en construction. Ils ont fait venir du monde cet été. Ils ont fait venir David Niashvili. Ils sont rentrés dans le rang. C'est Rochelet. Et je pense c'est ce que disait d'ailleurs Greg Aldrit. Il a dit nous sommes devenus une équipe moyenne. Mais le truc, c'est nous.
On a une mauvaise mémoire visiblement. C'est que on se souvient de cette Rochelle, le double championne d'Europe. C'est des cycles également le rugby. Mais voilà, c'est ça. Mais on se souvient du cycle où La Rochelle était dominante. Et pour nous, La Rochelle doit être ce club-là. Il faut que, au vu du public, au vu de. Pareil, tu vois, il faut arrêter de penser que Toulouse n'a pas toujours été dominant. Ils ont eu une période de 4-5 années de trous. 7 années, voilà, de trous. Il a fallu même se reconstruire, réinventer. On n'a pas été dominant toutes les saisons. Retrouver les nouveaux joueurs. Mais c'est important aussi. Et donc, est-ce qu'il faut apporter juste la question, c'est est-ce que on est patient avec Ronan O'Gara ou alors on l'est pas et on passe à un nouveau projet pour reconstruire la suite. Je pense que La Rochelle est un club patient. Oui. Mais est-ce que là ça va être une bonne chose? Non, je n'ai pas de doute non plus sur l'avenir de Ronan O'Gara. Je pense qu'il va finir la saison sans problème, ce qui ne satisfera peut-être pas tous les supporters de La Rochelle, ce qui peut peut-être user quelques personnes du groupe à l'intérieur. Alors là, je parle sans aucune info. Oui, bien sûr. C'est vraiment hypothétique, comme évidemment. Mais des fois, je me renseigne avant. Mais là, et puis quand j'ai pas d'infos, je le dis. Tu vois, je n'en sais rien. Mais j'imagine qu'un garçon comme Ronan O'Gara au quotidien doit être un petit peu usant. Oui, voilà, parce qu'il a quand même son petit caractère, le pépère, visiblement. Donc ouais, et puis quand ça gagne pas, on s'énerve un petit peu plus vite. Et là, ça gagne pas, et en plus à la maison. C'est marrant parce qu'on voit pas ça souvent dans le rugby. Les coachs qui sont moins en odeur de sainteté, où il y en a toujours un par saison, mais pas autant. Puis là, il y en a un Bayonne aussi. Il y en a un Bayonne, exactement. C'est ce que j'allais dire. Pata qui est en train de, enfin l'aviron bayonnais qui est en train de réfléchir à l'avenir de Greg Pata. Et puis après ils sont en train de réfléchir à son avenir depuis quand même quelques temps. Ouais, mais on pourrait se retrouver. Mettre sur le chèque surtout là. On pourrait se retrouver avec 4 changements de staff en une saison de top 14. L'avantage c'est qu'ils ont juste à faire. C'est rare. C'est super rare entre le changement du SAP qui change les 3. Alors, tu vas où Ronan Toulon, ça te plairait? T'as pas totalement tort. Le Stade Français a lâché Laurent Labide qui est parti du côté de Perpignan. Donc oui, de toute façon, c'est. Il y en a un qui pourrait récupérer Brive aussi, peut-être. Parce que en Géorgie. Greg Pata, on parle de Greg Pata notamment du côté de Brive de plus en plus. Il y avait le problème, c'est qu'à Bayonne, la place, on sait qui va la prendre. Oui, il est déjà sur place. Après, il n'y a pas de doute. Un ancien du Racing 92, Laurent Travers, en tout cas, est en pole position. Il attend que ça. A priori, ses valides sont déjà sur place, donc c'est plus pratique. Il y avait également de la Pro D2, ça a commencé ce jeudi soir dernier, Nevers qui s'est incliné à domicile face à Colomiers 27-39. Et ensuite, vendredi, il y a eu Béziers qui s'est imposé face à Grenoble, Brive face à Agen s'est imposé également, Dax a battu Aurillac de justesse, Provence Rugby a battu Oyonnax également, tout comme Soyons-Angoulême a battu Mont-de-Marsan, Valence Romand s'est défait de Biarritz et enfin Vannes s'est défait de Carcassonne avec un bonus offensif. La semaine prochaine, la 21e journée, démarre le vendredi. Exactement, commence le vendredi puisqu'il y aura un match le samedi soir entre Grenoble et Brive puisqu'il n'y aura pas de top 14 le week-end prochain. Par contre, il y a bien la 3e journée des 6 nations le avec week-end prochain. Angleterre-Irlande à suivre sur Sud Radio samedi après-midi qui ne sera pas piqué des hannetons. J'allais te dire, piqué des hannetons, exactement. Le programme complet, c'est que vous allez retrouver la causerie Sud Radio vendredi prochain avec la même équipe, exactement. Si on prend Marius Angleterre, il faut. Non, parce qu'il parle pas beaucoup. Il faut. 15h10, Angleterre-Irlande, 17h40, Pays de Galles, Écosse, et donc 21h le match de Pro D2. Et évidemment, le gros match que vous attendrez durant ce week-end, c'est le France-Italie, dimanche à 16h10 à Lille avec François Trio, Daniel Herrero et Alexandre Priam à la présentation pour cette grosse affiche pourquoi pas continuer de rêver du grand chelem. On verra si cette charnière va devenir la charnière la plus légendaire du 15 de France depuis Tius Bord Thales. Exceptionnel. Après, j'ai préféré la charnière de podcast là-dessus ou pas? Est-ce que tu veux j'ai préféré la charnière quand Rory Cocotte était titulaire en équipe de France, mais bon, après ça c'est très bien. Mais j'espère que Mathieu Jalibert va continuer de me faire rêver. Donc c'est le premier joueur de l'histoire. De ma petite histoire en tant que fan de rugby qui arrive à me faire changer d'avis dessus, et ça c'est fort. Et en 2 matchs. T'imagines, c'est fou. Non, depuis le début de la saison. A priori, il a un poster de Mathieu Jalibert désormais dans sa chambre. Mais attention, il servait de piste de fléchette. Attention Mathieu quand on va aller en Écosse.
Attention, Mathieu Marius adore donner des consignes et des ordres aux joueurs. Mais surtout à Mathieu Jalibert. Surtout à Mathieu. Mais j'ai entendu dire que Mathieu Jalibert les prenait très au sérieux. Il a beaucoup progressé depuis que Marius est sur ses côtes. C'est fou quand même. En même temps, un troisième ligne comme ça de Saint-Germain, t'as pas envie qu'il t'attrape. On va pas se mentir. Il lui arrive à l'épaule à peu près à Mathieu Jalibert. Il devait faire mal à un KDB et c'est tout. Le Marius sur un terrain. Il le voyait, il disait qu'est-ce qu'il fout là, mêlée, pourquoi il pousse en mêlée. Merci Marius Louis-François, merci Quentin Cabanis. Toutes les informations sur sudradio.fr, l'application Sud Radio également, et puis sur le compte Instagram et Twitter rugby de Sud Radio, mené de main de maître par Marius Louis-François. On se retrouve vendredi pour la causerie et le podcast pour parler de France-Italie.